Ernesto est incapable de mentir. Lima, 1er mai 1952. Nous voici enfin dans la capitale des vice-rois. Le trajet d'hier nous a permis d'avoir une vision d'ensemble d'une importante zone minière. À partir de Tarma, le paysage perd son apparence tropicale et, une fois à La Horaya, les collines font leur réapparition. De nouveau, des hautes plaines, la puna couverte de broussailles et des splendides troupeaux de lamas utilisés comme bêtes de somme pour transporter différentes variétés de patates. Nous avons poursuivi notre ascension jusqu'à Ticlio, à 4500 mètres d'altitude, sous les cimes empanachées de neige. Nous avons traversé plusieurs centres miniers sans en visiter aucun. Le chauffeur qui nous a emmenés s'est arrêté aux abords de la capitale et nous avons dormi dans le camion. El Rancho, 19 mai 1952. Aujourd'hui, nous quittons Lima après y avoir séjourné 20 jours. Globalement, nous sommes satisfaits des rencontres que nous y avons faites et de ce que nous y avons vu. Je ne vais pas décrire la ville elle-même, mais simplement ce qui nous a le plus marqué, à commencer par le musée archéologique et anthropologique, œuvre du docteur Tello. La beauté des œuvres provenant de différentes civilisations de l'ancien royaume Inca est stupéfiante. On est ainsi saisi par la virtuosité dont faisaient preuve les Paracas dans le travail du tissu, ou les Chancas dans l'art pictural, qualité que l'on retrouve dans les céramiques aux couleurs vives et aux modelés gracieux des Mexiques et des Chimoun. Les Incas étaient également en avance sur le plan scientifique. Certains des crânes exposés prouvent qu'ils pratiquaient la trépanation avec une maîtrise technique et une habileté rare. Et la croissance ultérieure des os montre que l'individu qui avait subi l'intervention lui a survécu de nombreuses années. Nous avons aussi admiré l'obélisque Chavin et d'autres monolithes magnifiquement sculptés. Nous en avons conclu que, si les Incas étaient de grands architectes et de grands ingénieurs, les habitants de la côte étaient dotés d'une sensibilité artistique plus développée. Ils combinaient par exemple une vision satirique de l'érotisme à une beauté formelle très naturelle. Beaucoup d'animaux popularisés par les dessins animés de Walt Disney pourraient être inspirés par l'art péruvien préhispanique. À la Bibliothèque nationale, nous avons vu une exposition consacrée à l'art italien et une autre réunissant des copies de tableaux de Michel-Ange à Picasso. Ernesto m'a encore surpris par l'étendue de ses connaissances qu'il ne révèle jamais qu'à bon escient. Face à des peintures modernes, je le glissais à l'oreille. Impossible de voir la différence entre toutes ces horreurs. Du ton faussement sérieux qu'il emploie, lorsqu'il s'apprête à montrer sa connaissance d'un sujet auquel nul n'aurait cru qu'il s'intéressait, il me répondit: Je suis pas de ton avis. Pour commencer, tu n'es pas toujours obligé de comprendre quelque chose pour l'apprécier. Ensuite, si tu commences à vraiment regarder ce que tu appelles ces horreurs, tu t'apercevras qu'il y en a certaines que tu préfères à d'autres, et je suis presque sûr que ce seront les meilleures de l'exposition. Puis, à la façon d'un professeur, il conclut d'une voix faussement doctorale: Et maintenant, jeune homme, observez avec attention et choisissez le tableau qui vous plaît le plus. Je suivis son conseil, et, peu à peu, je parvins en effet à distinguer des contrastes, des couleurs, des formes et des effets. Je regardai, comparai, analysai, et finis par lui désigner mes tableaux préférés. Après avoir feuilleté le catalogue, du ton amical dont il est coutumier, il me dit: Eh bien, Pétissot, tu n'es pas aussi rustre que tu en as l'air. 4 des tableaux que tu as choisis sont des Picasso et le cinquième un Pissarro, qui, comme tu le sais, est l'un des grands maîtres de l'impressionnisme. J'ajoute que son nom s'écrit avec un S et non un Z, comme cet homme qui a colonisé les pauvres Incas. Autre visite intéressante, celle de San Marcos, la doyenne des universités sud-américaines. Nous y avons constaté une certaine agitation révolutionnaire, notamment en fac de droit, seul département universitaire à se prévaloir d'un cercle estudiantin constitué. En revanche,
Le reste des étudiants a laissé le gouvernement semer le désordre dans leurs rangs. Ils n'ont donc pas les moyens de devenir une force politique capable de canaliser l'opinion publique, d'ordinaire opposée au régime en place. Nous avons visité de nombreux hôpitaux, y compris celui de Gouya, qui sert aussi de léproserie. Enfin, nous avons rencontré le docteur Hugo Peche, rencontre que j'ai souhaité garder pour la fin, car j'aimerais l'évoquer longuement. Il est, à ce stade de notre voyage, la personne la plus importante que nous ayons rencontrée. Des gens nous avaient parlé de lui à Wambo et à Cusco, et j'étais porteur d'une lettre de recommandation signée du docteur Arguello Pitt. Aussi nous étions-nous empressés de le rencontrer dès notre arrivée à Lima. Nous ne ressemblions guère à des scientifiques. Fuser avec sa salopette de mécanicien usé et sa veste en cuir rapiécé, moi avec mon pantalon dont la blancheur n'était plus qu'un souvenir et ma veste en cuir. Nous étions tous deux luisants de graisse et couverts de stries poussiéreuses, telles des cicatrices héroïques, trophées de nos combats avec la route. Nous ne pouvions même pas compenser notre apparence désastreuse par l'étendue de nos connaissances scientifiques, car, de toute évidence, il en savait plus long que nous. Ce qui ne l'empêcha pas de nous traiter avec la plus grande courtoisie et de nous offrir son aide. Il usa de son influence pour que nous soyons hébergés gratuitement à l'hôpital Gouya, malgré l'opposition bornée des sœurs qui le dirigent. Son assistante, Zoraida Boluarte, a veillé à ce que nous soyons confortablement installés. Ensuite, pour couronner le tout, il nous a invités à dîner avec lui presque tous les soirs. Fusser l'a surnommé le maestro, et il en est tout à fait digne. Chacune de nos discussions avec lui nous a appris quelque chose, tantôt sur la lèpre, tantôt sur la physiologie, la politique ou la philosophie. Grâce à lui, nous avons découvert César Valero, ce grand poète qui parle avec la vraie voix de la race inca et qui a étudié la physiologie des Indiens des hauts plateaux. Le maestro a plusieurs disciples qu'il couve un peu trop selon moi. On discerne la main ferme du professeur guidant doucement ses élèves inexpérimentés jusqu'à ce qu'ils gagnent en assurance. Sur le plan politique, c'est un marxiste doué d'une grande sensibilité ainsi que d'une grande aisance dans la dialectique et dans la gestion des problèmes. Il est la preuve vivante que si l'environnement façonne l'homme, celui-ci peut changer. C'est en raison de son engagement politique dans le Parti communiste qu'il a dû quitter la chaire de médecine tropicale à l'université de Lima. Il s'est alors installé à Andahuaylas, mais au lieu de devenir un de ces piliers de bar qui pullulent dans cette ville, il s'est consacré pleinement à la science. Il a découvert des zones endémiques de typhus récurrents où seuls les symptômes étaient connus ou identifiés, ainsi que deux types de moustiques porteurs de malaria. Il a également découvert un foyer de contamination de la lèpre et monté un centre pour soigner ce terrible fléau. Il a étudié la physiologie des Indiens. En fait, il a reçu et envoyé tant de rapports et articles scientifiques qu'à en croire ses élèves, Andahuaylas s'est mis à recevoir plus de courriers que la faculté de médecine de Lima. Est arrivé un moment où la situation était devenue si intenable que le gouvernement lui-même lui a proposé de réintégrer l'université. Il est l'auteur d'un livre relatant son expérience sur les hauts plateaux, L'attitude du silence. Nous étions là depuis quelques jours à peine, qui nous en offrait un exemplaire chacun, donnant lieu à une petite scène tragicomique illustrant la franchise sans compromis qui caractérise Ernesto. Le jour de notre départ, le maestro nous a conviés à un dîner d'adieu. J'avais déjà remarqué que le docteur Peche appréciait la profondeur des connaissances de Pelao sur les multiples sujets que nous avions abordés avec lui. De son côté, Fusser a une très haute estime pour le docteur Peche. N'est-ce pas lui qui lui a trouvé son surnom de maestro? C'est pourquoi j'attribue plus de valeur à l'attitude d'Ernesto, mais venons-en au fait. Nous sommes arrivés chez le docteur. Son épouse avait mis les petits plats dans les grands et préparé un repas sensationnel. L'entrée était un ragoût des Andes que nous avons attaqué avec appétit. Après quelques bouchées, le docteur nous a demandé: Eh bien, qu'avez-vous pensé de mon livre? Vous a-t-il plu? Fusser et moi avons échangé un regard. Nous en avions déjà parlé entre nous, évoquant ses aspects positifs et négatifs. Notre opinion générale, surtout celle d'Ernesto, n'était pas totalement positive. J'ai aussitôt répondu:
C'est un tableau très vivant de la vie dans les montagnes péruviennes. En outre, j'ai trouvé que vous décriviez assez bien la psychologie des Indiens. Ernesto est resté silencieux. Le repas s'est poursuivi. Au moment du dessert, le maestro a repris. Et vous, Ernesto, dites-moi, qu'avez-vous pensé de mon livre? Ernesto a levé les yeux de son assiette, a regardé le docteur pendant quelques secondes, puis a continué de manger. Coupant court à l'interminable silence qui s'ensuivit, je m'exclamai. Ah oui, j'ai également beaucoup aimé votre description de l'inondation d'Urubamba. La femme du docteur était de mon avis, et la discussion en resta là. Mais tandis que nous nous apprêtions à partir, et échangions les salutations rituelles sur le pas de la porte, le docteur a saisi Ernesto par la main et est revenu à l'attaque. Vous ne pouvez pas partir sans me dire ce que vous avez pensé de mon livre. J'ai senti un frisson parcourir mon épine dorsale. Ernesto a agité l'index et lui a répondu. Eh bien, docteur, ce n'est pas un bon livre. La description du paysage ne m'a rien appris de nouveau, et je trouve incroyable qu'un théoricien du marxisme tel que vous se contente de décrire les facettes négatives de la psychologie indienne. C'est un ouvrage pessimiste, qui n'a pas l'air d'être sorti de la plume d'un scientifique ou d'un communiste. Pendant qu'il parlait, j'avais l'impression que Fuser grandissait et que le docteur Péché rapetissait sous les coups de boutoir de ses arguments. Pendant un temps qui me parut infini, Ernesto a approfondi sa critique méthodique, tandis que le docteur ne cessait de hocher la tête en murmurant. Vous avez raison, vous avez raison. Ainsi avons-nous pris congé du docteur et de son épouse. En marchant le long des 40 pâtés de maisons qui nous séparaient de l'hôpital, nous avons à peine échangé un mot. Passant sur le pont au-dessus du fleuve Rimac, nous nous sommes accoudés au parapet, observant les flots d'eau noire scintiller sous la lune. Incapable de me retenir plus longtemps, je finis par lâcher. Pousser, tu es une vraie merde. Le pauvre maestro nous a nourris. Il a payé nos billets pour San Pablo. Il nous a donné de l'argent et son affection, et il a fallu que tu lui jettes en pleine face sa seule faiblesse, sa vanité littéraire. Mais Mial, tu n'as pas remarqué que je ne souhaitais rien lui dire? Ernesto paraissait peiné par ma remarque. Ma colère se dissipa aussitôt. Le lendemain, nous sommes allés dire au revoir aux patients de la léproserie. Nous nous étions rapprochés d'eux, nous jouions même au football avec eux. Ils nous ont donné une enveloppe contenant les 100 saules qu'ils avaient collectés pour nous. Ce geste nous a bouleversés. En outre, l'un d'eux nous avait mis en contact avec un militaire, un capitaine qui dirige une société de transport routier entre Lima et Pucallpa. Nous devions le contacter pour savoir quand et d'où nous devions partir. Nous l'avons rencontré dans une réunion de francs-maçons organisée dans un restaurant du Chinatown de Lima. Ce fut une expérience assez cocasse. Nous avons dû passer par tout un circuit compliqué, demander à parler à frère D, puis frère X ou frère Z, puis négocier des obstacles, frapper à des portes closes, pour enfin atteindre le grand patron. Il était très surpris que nous ayons réussi à remonter jusqu'à lui, sans être nous-mêmes des initiés. Il nous a appris que l'un de ses camions devait partir le 17 mai, et que nous pouvions monter à bord.